Non, pas même oui, bon. Nous avons faire comprendre que Okanga Minogona, chef de l'État, honorable, la force africaine s'est déployée dans l'Est de la République pour des raisons d'insécurité qui se sont caractérisées en tant qu'élite du coin. D'abord, quelle compréhension avez-vous par rapport à cette développement dans la partie est? Oui, je vous remercie grandement pour m'approcher également en rapport avec cette situation sécuritaire de l'Est qui entrave le développement de notre pays. Je continue à rappeler que c'est une situation qui a perduré, ça a déjà fait beaucoup d'années. Il a fallu qu'on ait le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour venir démasquer le bourreau qui nous met les bateaux dans la roue. Le citant nommément, le Rwanda, qui est l'auteur le plus connu de cette sécurité du Nord Kivu. Je peux même dire par extension la partie de l'Ituri. Il ne s'est pas limité là-bas. C'est aujourd'hui connu que le Rwanda est la source numéro 1 de la déstabilisation du pays. La communauté internationale l'a aussi connu. L'Union européenne est au courant. Et nous pouvons peut-être juste attendre qu'il y ait des sanctions à rapport avec ces confirmations qu'ils ont eux-mêmes fait à partir de leurs recherches indépendantes, qu'ils ont confirmé réellement que c'est lui qui était la source. Sans arriver à une sanction quelconque, donc moi je peux encore douter un peu de la crédibilité de la communauté internationale à ce moment-là. Et aujourd'hui, de notre manière, le président de la République a tout fait, parce que vous voyez, dans notre système, ici, même en Afrique, même dans nos familles, on sait que c'est le voisin qui est le premier secours. Lorsqu'il y a un problème, qui peut crier au secours, c'est le voisin qui peut venir en premier. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons intégré East African Community. Et il ne s'est pas limité là-bas jusqu'à ce que East African Community a donné cette proposition de venir nous aider. Ce n'est pas mal, c'est une bonne chose. Nous apprenons de leur déploiement ça et là. Dernièrement, les Ougandais, donc la force kenyane a commencé, les Ougandais sont arrivés, les Burundais, mais aussi nous apprenons que les Sud-Soudanais sont déjà là. C'est beau. Nous pensons que si sont des bons voisins, ils vont nous amener la paix comme c'était prévu. Mais si il y a des problèmes, parce qu'il faut que cette force puisse savoir que la population est déjà témoin oculaire de plusieurs années. La population comprend la réalité qui se passe à l'Est et la population connaît exactement qu'est-ce qui se passe dans certains jeux. Nous continuons à dire à ce que cette force puisse réellement nous amener cette paix comme prévu, mais qu'elle puisse éviter les attrapes nico sur terrain. Pourquoi? Parce que si le processus de la paix qui était pourtant bien planifié commence à traîner, et c'est là qui peut créer un peu de doute dans les fiefs de la population. Donc c'est comme ça que vous allez voir qu'il peut y avoir des rumeurs ça et là, les réseaux sociaux peuvent en parler de leur manière. Donc tout ça, ce sont les esprits de doute qui ne doivent pas revenir dans les fiefs de l'engagement de la force est-africaine dans la recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et nous venons de là, jusque-là, bien sûr, nous apprenons que les M23 se retirent, tout ça, on ne sait pas là où ils se retirent. Ils sont cantonnés où, on doit aussi nous le dire, et on doit aussi savoir s'ils sont cantonnés, qu'est-ce qui viendra après, parce que pour moi, généralement, je peux dire, s'il y a quelques Congolais qui se trouvent dans cette force de M23, ne peuvent pas dépasser 20%. Ça, je peux le dire, puisque nous savons, c'est un système de l'infiltration de notre pays monté à un niveau très élevé. Et après le cantonnement, on doit les identifier. Qui sont-ils?
S'ils ne sont pas des Congolais, ils doivent rentrer chez eux. Et pourquoi venir commencer à embrouiller les autres? Donc cet aspect-là doit également retenir notre attention. On doit savoir là où ils partent et on doit savoir également leur sincérité. Mais nous continuons à féliciter notre force armée qui n'a pas baissé les bras. Pour le moment, on est prêt à tout et la population est aussi prête à tout. Sur la main liguée derrière le chef de l'État. Dans les cas où ça ne va pas marcher, nous allons prendre la responsabilité de notre sécurité nous-mêmes à main. Mais nous remercions quand même cette mission de beaux offices que les autres pays amis sont en train de nous rendre. Et nous apprenons, nous pensons que ça va aboutir quand même à une bonne solution pour notre pays, d'aider le meilleur pour que ça ne puisse pas être, parce que la population a souffert. Moi, j'ai grandi toujours dans cette sécurité. Est-ce que pensez-vous que notre population est toujours vigilante et également, en tant que leader d'opinion, vous pensez que vous avez la même compréhension que cette population qui attend voir les choses avancer à travers l'arrivée de cette mission africaine? Et que compteriez-vous faire aussi pour pousser à cette mission de ne pas oublier l'objectif sur terre? Oui, on doit aussi, la population est vigilante. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, que la population connaît ce qui se passe chez nous. Et la population connaît les traîtres, la population connaît ce qu'il faut sembler de venir avec nous, pourtant ils ne le sont pas. Et vous allez suivre vraiment à travers certaines déclarations, il y a un peu de doute de la part de la société civile, mais il y a aussi d'espoir un peu. Moi, j'ai mis plus sur cet aspect-là, de l'espérance. Il faut que nous puissions espérer, mais à condition qu'on ne puisse pas abuser de cette confiance de la population et qu'on ne puisse pas abuser de cette confiance que le chef de l'État a placée dans l'Ouest africain. Donc, nous pensons que ça va nous amener de bonnes choses si nous tous, nous allons réfléchir comme embarquer dans le même bateau pour amener la paix dans notre pays. Et parlons maintenant des opérations d'enrôlement. Vous êtes homme du terrain, vous ne passez pas votre temps en Belgique ou en Europe. Vous êtes allé sur le terrain. Comment avez-vous constaté d'abord les opérations, le déroulement des opérations d'enrôlement sur le terrain? Oui, bon, nous étions pendant les vacances parlementaires, effectivement vous l'avez souligné, mais notre mission était couplée. À part les vacances, nous étions aussi dans une mission parlementaire, officiellement envoyée par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia, par rapport avec la situation sécuritaire qui continue à régner en Ituri, mais cette fois c'était dans la partie du territoire de Magui. Je pense que vous étiez au courant qu'il y a un médecin qui est décédé. Ce médecin-là était là où j'étais préfet d'une école. Alors nous sommes allés, on a sillonné ça et là, et on a fait les constats. Effectivement, les constats est toujours malheureux sur le plan sécuritaire. Et de l'occasion, les opérations d'enrôlement nous ont retrouvés sur place. Quand on a démarré, ça semblait commencer bien, mais sur place, nous avons constaté aussi beaucoup de réalités. Tantôt, les machines ne fonctionnaient pas. Tantôt, les nombres requis n'arrivaient pas comme on les voulait bien. Tantôt, ce sont le personnel qui se lamente en rapport avec la qualité des matériels de travail, tout ça, nous les avons constatés et c'est comme ça que ça créait des fois des vides pour au moins 1 ou 2 semaines. Il y avait des centres qui ne fonctionnaient pas pendant plus de 2 semaines, 3 semaines et ça décourageait un peu. Ça décourageait, mais après la première prolongation, quand même les gens ont compris comme ça se tendait vers la fin, il fallait qu'on puisse venir. Il y avait d'engouement. Et il faut imaginer quand vous avez d'engouement et encore que la machine tombe à panne, donc ça crée un petit problème. Nous sommes un peu contents, nous avons appris que ça évolue très bien, mais nous sommes contents parce que nous avons appris aujourd'hui, par une voie autorisée, que l'on a encore renforcé le matériel, surtout dans les territoires de Magui et Aru. Nous avons félicité la CENI pour ça, mais nous avons également, nous plaidons à ce niveau-là, que la CENI ne soit pas pressée pour certaines choses. Parce que vous voyez, l'Ituri avait 28 sièges en 2018 ici, et nous savons que c'est une zone hautement insécurisée.
Raison pour laquelle nous plaidons à ce que l'on ne soit pas pressé à clôturer. Si on peut voir, est-ce qu'il y a d'engouement? Sinon, si on trouve que l'engouement commence par diminuer, c'est à ce moment-là qu'il peut prendre ces dispositions. Mais si on trouve qu'il y a beaucoup d'engouement encore au niveau des centres d'enrôlement, je pense qu'il faudrait qu'on puisse encore continuer à prolonger pour que l'on ne puisse pas aboutir à une diminution des sièges au niveau de l'Ituri. Donc c'est cet aspect-là que nous pouvons souligner vraiment avec insistance, et surtout il faut que la CENI soit aussi regardant en rapport avec l'évolution des processus sur le terrain. S'ils ont des problèmes de matériel, il faut que leurs interventions viennent le plus tôt possible. Donc c'est cet aspect-là. Mais généralement, nous pouvons dire tout simplement que tout évolue bien. Tout évolue bien. Nous pensons que ça va se clôturer aussi d'une bonne manière. Tout en sachant que l'Ituri, globalement, est insécurisé, sauf le territoire d'Aru. Peut-être Bunyaville, mais les autres territoires sont vraiment à proie de l'insécurité. Il y a aussi le discours de l'Ituri. Oui, je lui adresse un message de félicitations, même si c'est un non copié, ça a été toujours ma difficulté, raison pour laquelle à l'école, j'avais des difficultés à retenir les noms des auteurs, en histoire surtout. Je les félicite, le moment viendra où on va se retrouver avec lui, et je félicite également Alonga Boni, qui venait d'être nommé ici par le chef de l'État. Ce sont des signes de marque, ce sont des signes de travail bien fait. Et nous continuons